Avant de commencer à écrire du code, posons-nous quelques instants pour créer notre architecture IoT. Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Ce mois-ci, je crée une série de vidéos un petit peu spéciales où je vais créer avec vous un objet IoT de zéro. L'objectif, l'offrir à ma grand-mère pendant ses fêtes de fin d'année. Alors, si vous n'avez pas vu la précédente série de vidéos, je vous encourage au moins à lire la première vidéo afin d'avoir un petit peu une idée du contexte dans lequel on se situe. Pour cette vidéo, on va se poser sur l'architecture de la solution IoT. Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit lors des premières vidéos, il va y avoir différents composants à cette architecture. Tout d'abord, il va y avoir un objet IoT, donc avec du code qui va tourner sur cet objet. Ensuite, il y aura un back-end pour pouvoir gérer justement la communication avec cet objet IoT. Et enfin, il y aura une interface utilisateur permettant à toute la famille d'uploader des photos et des messages pour l'envoyer sur cet objet IoT à ma grand-mère. Alors quand on ne connaît pas grand-chose à l'IoT, on n'a pas forcément les bonnes armes, les bonnes problématiques à se poser pour pouvoir créer justement ce genre d'architecture. Et ça, c'est un souci que vous pouvez retrouver finalement dans d'autres contextes. Vous devez créer un programme, une architecture qui va gérer un flux de données, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous devez créer un nouveau logiciel qui va être un site e-commerce et vous n'avez jamais fait de site e-commerce. Comment finalement avoir les bons éléments clés pour pouvoir démarrer une architecture. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais tout d'abord vous montrer un certain nombre de documentations qui peuvent vous être utiles pour créer l'architecture d'une solution sur le cloud. Et puis ensuite, eh bien, on va discuter de l'architecture de Nanobox. C'est parti. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'est le centre d'architecture de la documentation Microsoft. Pour ce faire, soit vous cliquez sur le lien qui est directement en commentaire de cette vidéo, soit vous allez sur www.docs.com et vous tomberez donc sur la documentation Microsoft. Et en haut à droite, vous allez avoir un onglet architecture. Cet onglet architecture est intéressant, comme vous le voyez, on a plusieurs sections. On a le centre d'architecture, le guide d'architecture des applications Azure. Et là, je vais commencer par vous montrer les architectures de référence. Les architectures de référence, en fait, c'est un ensemble d'architectures que des ingénieurs de Microsoft ont designé pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques, comme vous pouvez le voir, des applications web, de l'IA, du big data, de l'IoT, des microservices, du serverless. Et pour chacune de ces sections, un certain nombre de différentes architectures. Donc là, si on va voir sur IoT, on voit finalement qu'il n'y a qu'une seule architecture de référence sur l'IoT aujourd'hui. Et si on regarde le document, donc c'est une architecture de base qui vous propose un certain nombre d'éléments et de services Azure. On va y voir dans quelques minutes. Et puis un certain nombre de considérations qui seraient bien de prendre en compte pour faire votre propre architecture. Comme son nom l'indique, c'est une architecture de référence. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous suiviez à la lettre ce qui est indiqué sur cette architecture-là, notamment si vous n'avez pas le besoin métier. Alors, si on regarde les différents éléments de cette architecture-là et de ce schéma-là, on s'aperçoit de plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un service qui existe qui s'appelle IoT Hub. Le service IoT Hub est un service qui va vous permettre de gérer à la fois vos devices IoT et la communication entre ces devices et le reste de votre applicatif sur le cloud. C'est un élément essentiel quand on veut faire de l'IoT, cet IoT Gateway, tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les objets IoT ne sont pas tout le temps connectés. Ils vont peut-être être connectés quelques secondes ou recevoir quelques messages par heure. Et donc vous avez besoin finalement, vous, d'un système qui va vous abstraire cette complexité. De cette manière-là, en tant que développeur, quand vous voulez parler à un objet IoT ou quand vous voulez parler à 1 million d'objets IoT, eh bien, il vous suffit de parler à l'IoT Hub et c'est l'IoT Hub qui va faire le travail derrière pour vous. La deuxième chose qui est intéressante dans cette partie-là, c'est le device management. Alors là, on parle que de une box que je vais déployer chez une personne, mais ce projet-là, on pourrait très bien le déployer à l'échelle, le déployer chez un grand nombre de personnes, en faire un produit commercial. Et dans ce cas-là, il va falloir gérer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire plus de devices. Et les gérer, ça veut dire quoi? Les gérer, ça veut dire les reconnaître, les identifier, les authentifier. Ça, c'est très important dans un mode IoT pour pas que vous ayez des objets pirates ou des gens qui utilisent votre service, votre cloud IoT pour des objets qui ne sont pas les vôtres.
mais c'est également leur pousser des mises à jour, connaître leur état, connaître la dernière fois qu'ils se sont connectés, ce genre de choses. Et tout ça, c'est géré dans l'IoT Hub, et on verra en détail l'IoT Hub dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a un service que vous voyez ici, le Bulk Device Provisioning. Là, c'est un service qui vous permet de gérer l'enregistrement d'un très grand nombre de périphériques à l'intérieur de cet IoT Hub. Ce n'est pas un service que je vais utiliser dans mon projet NanoBox, puisque j'ai encore une fois que une box à implémenter, mais c'est un service qui peut être utile quand vous allez devoir déployer des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers ou des millions de devices IoT. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le reste du processus, de cette architecture de référence, eh bien, on a un certain nombre de services qui sont utilisés pour à la fois traiter la donnée, la stocker et voir en faire un insight, en faire une action. Alors, on va pas rentrer dans le détail de cette architecture-là, puisque ça comprend des choses dont je n'ai absolument pas besoin, notamment parce que ce device IoT, la NanoBox, ne va renvoyer que très très peu d'informations au cloud. Ce n'est pas des capteurs. Si je déployais des capteurs de température, de pression, d'humidité, de passage, là effectivement j'aurais besoin de toute cette puissance de processing de données. C'est pas du tout le cas ici pour cet objet IoT, mais ça pourrait être le cas pour un autre projet IoT que vous avez vous-même. Alors, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'IoT Hub va pouvoir se connecter à plusieurs services Azure en même temps. Et donc, finalement, envoyer la donnée qui provient de l'IoT à plusieurs systèmes au sein de votre système d'information. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, c'est les architectures de référence. Si on revient ici, on a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes, notamment le guide d'architecture des applications Azure, qui va notamment vous expliquer quelles sont les grandes différences de conception entre les applications on-premise, hébergées sur des data centers classiques ou sur des serveurs chez vous, et des applications qui sont hébergées sur le cloud. Et on a notamment un grand nombre d'éléments, et notamment des bonnes pratiques sur tout un ensemble de sujets, d'API, de mise à l'échelle, de mise en cache, et également des checklists à appliquer pour votre architecture. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait une première version de l'architecture, on peut revenir dans ce centre de bonnes pratiques, prendre ces checklists pour la scalabilité, pour la mise à l'échelle, pour avoir une architecture qui est résiliente, et finalement passer ces points en revue et voir si vous avez pris les bonnes solutions au sein de votre architecture. Un troisième élément que j'aime beaucoup dans ce centre d'architecture, c'est les design patterns cloud. Donc en fait, ces design patterns, c'est exactement comme si vous aviez des design patterns de code. On connaît tous le singleton, le pattern façade, ce genre de choses. Et en fait, on a exactement la même chose pour le cloud. Donc ça, c'est la plupart du temps des design patterns qui s'appliquent soit à votre code, soit à votre architecture. Là, par exemple, je vais en prendre un qui est extrêmement simple et extrêmement basique pour des développeurs cloud, c'est le retry pattern. Le retry pattern vous dit simplement que quand il y a un échec sur l'appel d'une ressource externe, d'une dépendance, eh bien vous devez réessayer de faire cet appel quelques millisecondes, quelques instants après. Dans un monde cloud, il est fréquent d'avoir des micro-coupures, donc du coup si on réessaie juste après, on a une grande chance que finalement notre deuxième requête passe et que la requête qu'a fait l'utilisateur à notre système aboutisse avec un petit délai supplémentaire. Alors, c'est bien plus complexe que ça d'implémenter les retry patterns, et justement, on a dans ce document eh bien, le contexte, le problème, la solution qu'on vous préconise, mais également des considérations à avoir quand vous-même vous allez implémenter ce pattern dans votre code ou dans votre architecture. Voilà. Donc, encore une fois, je vous mettrai les liens vers ces trois ressources-là dans le commentaire de cette vidéo. C'est vraiment un point intéressant à aller voir, à aller consulter, à la fois avant de commencer à travailler sur son architecture, mais également tout au long de la conception de son architecture pour se rassurer, pour vérifier qu'on a mis en place les bonnes pratiques. Alors, je vous propose de revenir à l'architecture de NanoBox, qui est pour l'instant à ce stade-là. Ça veut dire qu'on a différents composants et on ne sait pas vraiment quels sont les services Azure, comment on va développer l'ensemble de ces services. Alors, la première chose que je vais mettre en introduction, c'est que je vais essayer de développer la majorité du code en C#, qui est mon langage de prédilection.
Et si je peux, je vais développer le code qui se situe sur l'objet connecté, soit en C++, qui est le langage de base, mais j'ai également vu que l'objet que j'avais choisi était capable de supporter un framework en Python, le MicroPython, qui est une version de Python allégée qui est capable de tourner sur des microcontrôleurs. Alors, je ne sais pas encore si elle est capable de supporter dans le framework MicroPython tous les éléments dont j'ai besoin, et notamment une connexion avec les services Azure, mais je vais probablement tester ces deux solutions, et donc développer le langage, développer dans un de ces deux langages sur le device lui-même. Alors, mon backend IoT, vous l'avez compris, je vais utiliser un service qui s'appelle IoT Hub. Hop là. IoT Hub, qui va me gérer finalement toute cette connexion entre mon objet IoT et le reste de la plateforme. D'accord? Alors, je vais avoir besoin de stocker un certain nombre de choses. Je vais avoir besoin de stocker par exemple les photos qu'on va m'envoyer. Et donc pour ça, je vais utiliser un storage account. On verra ce service-là en détail un petit peu plus loin. Et ensuite, je vais probablement avoir à exposer une API finalement pour bien savoir quand est-ce qu'envoyer un message à l'IoT et finalement extraire la complexité, même si on verra que c'est assez simple, d'usage de l'IoT Hub dans un service dédié. Et pour ça, je vais probablement utiliser des Azure Functions. Les Azure Functions, c'est un des services serverless de Azure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez vraiment déployer un bout de code très unitaire, une fonction de code, une méthode, et c'est Azure qui va se charger de l'héberger, de le scaler, et surtout, vous n'allez payer que à l'exécution de cette méthode. Ce qui me convient bien ici, parce que je ne sais absolument pas quand est-ce qu'on va envoyer une photo sur une Nanobox, et peut-être qu'on ne va pas envoyer de photos pendant 10 jours, et qu'ensuite on part en voyage, on part en week-end, et là on va envoyer 20, 30, 50, 80 photos d'un coup. Donc du coup, avoir un service où je suis juste facturé à l'usage, c'est quelque chose qui est, dans mon cas, assez intéressant. Pour l'archivage, finalement, je me dis que mon storage account va faire l'affaire, et donc j'aurai probablement au début pas vraiment de composants d'archivage. Je vais juste me débrouiller à organiser les photos dans mon storage account d'une manière correcte pour pouvoir les garder sur la durée. D'accord? Maintenant, parlons du front. Comme je l'ai dit lors des vidéos précédentes, je veux que n'importe qui dans la famille, quel que soit le téléphone qu'il utilise, quel que soit le système d'exploitation, puisse envoyer simplement des photos, des messages à la Nanobox. Alors, j'aurais pu partir sur plein de solutions. On peut les explorer ensemble. J'aurais pu partir sur une application mobile en natif, avec des outils comme Xamarin. Rappelez-vous que je veux essayer de rester en C# le maximum possible, ou avec des technologies type React Native, ou même PhoneGap, qui sont des technologies qui permettent finalement de créer des applications pour téléphone mobile cross-platform avec différents langages et différentes stacks. Mais le gros problème de ça, c'est que ça m'oblige à passer soit par le store, soit par de la bêta distribution, ce qui est finalement pas une solution que je souhaite faire. Pourquoi? Parce que j'ai un tout petit déploiement et je veux qu'on puisse installer l'application le plus rapidement, le plus facilement possible. S'il faut moi que je crée un système de déploiement continu pour déployer dans les applications de différents stores, que je fasse une build par plateforme mobile, etc., ça va me prendre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, finalement, j'ai pas besoin d'autant de fonctionnalités. Donc je me suis dit, finalement, si c'est pas ça, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire une app web. Alors là, quelle que soit la techno que je pourrais choisir, finalement, j'ai besoin de faire juste une petite page web qui va me permettre d'uploader une photo, de mettre un message, d'appuyer sur envoyer. J'ai besoin d'un retour, comme je dis, puisque ma grand-mère va pouvoir nous répondre avec des emojis en appuyant directement sur un bouton. Donc ça veut dire aussi que dans cette app web, il faut que je gère les notifications. C'est pas impossible, on a des services dans Azure qui permettent de faire ça, notamment Notification Hub.
mais ça me demande pas mal de boulot. Alors, j'ai quand même exploré un petit peu cette idée parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant ici, c'est qu'on pourrait en faire une PWA, une Progressive Web App. Une PWA, c'est quoi? C'est une application web, mais qui dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont lui permettre notamment de fonctionner offline, sans Internet, ou d'avoir accès à des ressources qui sont sur le device lui-même. En l'occurrence, l'appareil photo et la mémoire du téléphone. Mais finalement, j'ai pas besoin d'une application qui soit offline dans mon cas, puisque on ne peut pas envoyer de photos sur Internet et sur la box IoT si on n'a pas Internet. Donc je me suis dit que ça allait faire pas mal de travail de me mettre à une application web. C'est pas aussi mon cœur de métier, le développement de front web en JavaScript, TypeScript ou autre. Et finalement, l'intérêt allait être limité. Et puis surtout, il fallait que je crée un système d'authentification. J'aurais pu faire quelque chose d'assez simple, mais il fallait quand même que je fasse quelque chose pour pas que le site web soit ouvert à tous et que n'importe qui puisse envoyer une photo à ma grand-mère. Et puis je me suis réfléchi, je suis revenu à l'idée de base qui est comment nous on communique dans la famille. Et comment on communique dans la famille? On communique avec des logiciels de messagerie instantanée. Et c'est pour ça que, contrairement à toutes mes idées au début, en fait je vais explorer une autre idée qui n'est pas quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Ça l'a été, je trouve, il y a quelques mois et c'est un peu passé de mode. C'est tout simplement un chatbot. Voilà. Pourquoi un chatbot? Parce que finalement, l'interface utilisateur, elle est très simple. Donc je vais quasiment que écrire du code back-end et quasiment pas de code utilisateur. C'est très facile en chatbot d'envoyer un message, bien évidemment, mais aussi d'envoyer une photo. Je vais avoir une authentification qui m'est un petit peu intégrée, puisque finalement, je vais avoir un ID de conversation, et donc de cette manière-là, j'ai même pas à gérer l'authentification. Voilà. Donc j'ai décidé, voilà, sur ce projet-là, d'avoir une UI, de partir sur une UI de type chatbot. Alors mon chatbot va probablement communiquer avec un backend IoT sous la forme d'API, ou en tout cas sous la forme d'une interface. Donc ça veut dire que si je voulais remplacer mon chatbot demain par rajouter une application mobile, finalement je pourrais le faire. Mais ça me permet de faire un POC, de faire une première version assez facilement, sans UI. L'autre bonus, c'est que finalement dans un chatbot, le système de notification, ce n'est pas à moi de le gérer, puisque c'est directement la plateforme de chatbot qui va s'occuper d'envoyer des notifications pour moi. Donc finalement, c'est très facile de créer cette première interface simplement en créant un chatbot. Et pour créer ce chatbot-là, on va utiliser le bot service d'Azure, qui est un service qui vous permet de simplifier à la fois le développement et aussi le déploiement de chatbots sur différents canaux de messagerie. Voilà. Donc finalement, si on regarde l'architecture de ma solution, j'ai pas une très grande complexité puisque je vais avoir un chatbot qui va s'adresser à probablement une Azure fonction qui est ici, qui elle va communiquer avec le compte de stockage et avec l'IoT Hub. Et si on essaie de faire le chemin inverse, quand je reçois un message, le message va être reçu par l'IoT Hub, envoyé à une Azure Function, qui elle va le renvoyer au chatbot. Donc finalement, j'ai toutes mes communications qui sont en place, j'ai tous mes besoins qui sont écrits. Donc ça devrait être assez simple de mise en œuvre. Alors, j'ai une petite question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est que finalement, comment je fais un chatbot qui va être public, mais qui va permettre d'authentifier sur quelle nanobox j'envoie le message. Pour ça, je vais générer un code unique à chacune des nanobox qui sera affichable directement sur la nanobox. Et dans le chatbot, quand vous allez vous connecter la première fois, eh bien, on va vous demander quel est le code de la nanobox. Voilà, comme ça, ça permettra d'associer l'utilisateur à une nanobox. Ici, je suis vraiment dans un cas extrêmement simple. Ça veut dire que je vais gérer, pour l'instant, en tout cas dans l'idée, je vais ne gérer qu'une seule nanobox par utilisateur de chatbot. Mais effectivement, si on fait un déploiement à plus large échelle, si on offrait une nanobox à 2 grands-parents, par exemple, eh bien, il faudrait dans le système de chatbot gérer ce système de double message. Donc j'aurais peut-être besoin d'une base de données en plus, mais on va rester assez simple pour une première version et on va, je pense, partir sur cette architecture. Voilà.
Alors, hop là, petite erreur. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Je vous propose de me retrouver très rapidement. Je vais essayer de publier là, à partir de maintenant plus d'une vidéo par semaine. Et donc la prochaine vidéo sera au sujet de la facturation, du coût. Comment on fait pour établir le coût d'une solution Azure et voire même au-delà, le coût d'une solution IoT. Je vous retrouve très prochainement sur Café Dev. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur Twitter pour être au courant de la publication des prochaines vidéos. A très bientôt.